Ouais, bien, bonjour, messieurs, dames. On est toujours heureux de vous accueillir sur ces journées portes ouvertes. Donc, du coup, moi, je suis Luc Farou, je suis maître de conférence en physiologie ici. Et puis, je vais essayer d'animer cette réunion de portes ouvertes avec ma collègue Angélique Girard. On se partagera la présentation. Ensuite, on aura une petite phase de questions-réponses relativement courte, puisque l'idée après, hein, vous avez différents stands, tous un peu spécialisés. Ma collègue et moi serons aussi sur ces stands, et puis on pourra répondre à vos questions de façon plus particulière sur place. Donc ici, on prendra une question vraiment générale par rapport à ce qu'on aura un peu présenté. Donc du coup, bienvenue. Donc du coup, en STAPS, toujours on se pose la question, hein, on va faire un peu en trois parties, hein. Là, je vais vous présenter un peu la formation, ce qu'il y a dedans et puis les objectifs de la formation. Ensuite, ma collègue parlera des activités physiques et sportives. Et on terminera par Parcoursup, qui est normalement au cœur de l'actualité en ce moment. Et puis, j'espère qu'avec ça, on aura donné des informations relativement claires. Donc, le but des formations en STAPS, c'est de former des gens à l'encadrement des pratiques sportives. Donc, ça va être ça notre objectif premier. On rentre en STAPS par un tronc commun et qui se termine par des licences spécifiques. Je reviendrai dessus dans un instant. Pour encadrer les pratiques sportives, donc en France, c'est protégé. Il faut absolument avoir un diplôme spécifique pour ça. Concernant l'éducation nationale, le seul diplôme, c'est STAPS. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez clair. Ensuite, vous avez en parallèle de ça les diplômes jeunesse et sport, qui sont les brevets professionnels, BPGEPS, les brevets d'État, les BEGEPS, et puis les diplômes d'État, les DEGEPS, qui se déclinent en toute une série de spécialités et qui donnent aussi le droit d'encadrer la pratique, les pratiques sportives. À chacun de ces diplômes sont attachées des prérogatives spécifiques qui sont définies dans le Code du sport. Et ce Code du sport, il faut le lire régulièrement parce qu'il est modifié de façon très régulière par les députés. Ce qui fait que les prérogatives peuvent évoluer assez rapidement là-dedans. Ensuite, tous les métiers qui tournent autour du sport mais qui ne sont pas directement liés à l'encadrement des pratiques sont des métiers qui sont tous ouverts et de loin à tous les types de formations. D'accord. Là, on n'est plus dans le secteur protégé et enfin, n'importe quel individu peut y prétendre. Donc, en gros, c'est un peu l'idée, hein. Quand on a fait des études STAPS, on peut aussi se diriger vers des métiers annexes, hein. On peut s'intéresser au journalisme, à des fonctions de manager, etc. Et inversement, des gens qui ont fait une école de journalisme, une unité de management, peuvent venir s'intéresser au secteur sportif tant qu'ils ne touchent pas l'encadrement des pratiques. Donc, les métiers et nos profils d'insertion sont assez variés. On a des débouchés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public et également dans le secteur associatif. Donc tout va tourner, souvent on le présente un peu comme ça, le noyau dur, donc l'encadrement des pratiques, le secteur protégé qui demande un diplôme spécifique, et puis bien sûr toute la phase amont, construction d'équipements, fabrication d'articles, distribution, publicité, communication, euh, est ouvert au secteur concurrentiel, de même que le secteur aval, médecine, suivi, encadrement, et soins des sportifs et des athlètes. Donc voilà en gros pour poser le cadre. Notre formation, donc on rentre dedans, c'est un portail, c'est-à-dire qu'il y a une entrée commune à tous les étudiants sur la licence 1, et puis on débouche en licence 3 à Nice sur 4 licences différentes que je vais vous présenter rapidement, et une licence professionnelle que nous proposons également. Pour chacune des licences générales, il y a la possibilité de poursuivre ses études au niveau master. Certains masters, que ce soit le management, les Ops ou la PASS, sont des masters STAPS. Et le master métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation est rattaché aux INSPE. Mais
offre le débouché de la filière éducation motricité. Alors, bonjour. Merci. J'ai la première année donc est en commun et ensuite on va évoluer progressivement en licence 2. On commence à avoir des cours de différentes mentions qui permettent aux étudiants de choisir et de s'orienter vers l'une ou l'autre des mentions. Et la licence 3, elle, est totalement spécifique et il n'y a que des cours de mention. Donc les étudiants là, ne sont plus mélangés, hein. Ils sont triés en fonction de leurs objectifs professionnels. La licence activité physique adaptée santé vise à encadrer les pratiques dans un but de bien-être, de prévention. Donc, en gros, on va s'intéresser là à des publics spécifiques et on va travailler l'activité physique pour, voilà, dans un but de prévention, d'alléger les traitements médicamenteux, de ralentir l'évolution d'une pathologie ou de soutenir euh, un état d'autonomie des personnes. La filière éducation motricité vise enfin, le système éducatif, hein. C'est la filière qui est absolument obligatoire pour les gens qui visent le professorat d'EPS. Elle prépare également au professorat des écoles. La filière entraînement sportif, mais là, bon, alors on est dans l'entraînement, donc on est sur une discipline sportive donnée ou un petit ensemble de disciplines, et on va aller vers l'amélioration de la performance sur un groupe de gens qui veulent s'entraîner et progresser ou sur de la préparation physique. Et la licence management du sport, donc elle s'éloigne un peu de l'encadrement des pratiques et on va aller vers la gestion d'événements, l'événementiel et la création d'entreprises. La licence professionnelle qu'on propose, elle est spécialisée sur l'encadrement des pratiques sur les personnes âgées, d'accord, et le maintien de l'autonomie. Donc, si on regarde le tronc commun chez nous, donc licence 1 et licence 2, à la fin de la licence 2, chaque étudiant, avec son attestation de réussite de la licence 2, peut obtenir une carte professionnelle qu'il faut demander auprès de la préfecture. Et cette carte professionnelle vous donne un numéro de professionnel qui vous permet d'encadrer les pratiques dans un but d'animation auprès de tous les publics et pour toutes les activités physiques au niveau de l'initiation et d'entretien ou de loisirs. Donc des prérogatives assez larges, mais assez limitées dans le niveau d'encadrement. Et là, donc, tous nos étudiants de licence 2 possèdent cette carte professionnelle qui leur permet d'être donc employés et rémunérés pour ça. En licence 3, eh bien, il va y avoir une carte professionnelle supplémentaire éventuellement pour chacune des mentions. Si je prends la licence APES, une carte professionnelle qui permet l'encadrement des activités physiques ou sportives à destination des différents publics, ce qu'on appelle des publics spécifiques. Peut-être, par exemple, travailler avec des personnes obèses, travailler avec des personnes en situation de handicap ou avec des troubles psychiques, autisme, voilà, différents groupes de personnes bien spécifiques avec un problème sur lequel on peut amener des améliorations avec une pratique physique. Donc ça, la licence 3, APAS, offre une carte professionnelle qui donne accès à ces publics spécifiques. La licence 3, éducation motricité, elle permet d'utiliser les activités physiques et de les encadrer dans un but d'enseignement. Et c'est essentiellement ça la plus-value par rapport à la carte précédente. Pour la licence entraînement, la carte professionnelle permet l'encadrement de tous les publics à des fins donc, du coup, d'amélioration de la performance ou de développement personnel dans les disciplines qui sont mentionnées sur le diplôme. Donc, si tout le monde n'est pas entraîneur de tout, il faut choisir aussi sa discipline et avoir travaillé dedans. Et c'est là aussi le code du sport et de l'éducation qui en fixe les prérogatives. Pour la filière management, eh bien là, il n'y a pas de carte professionnelle supplémentaire, ce qui est assez logique puisque sur la licence 3 en management, on ne va plus tellement insister sur l'encadrement des activités physiques, on va davantage aller sur les matières qui vont manquer et qui sont nécessaires au management. Donc, vous allez avoir beaucoup de management, de marketing
et de cours liés à la structuration de l'organisation d'événements. Du coup, pas de carte spécifique supplémentaire pour ce qui est de l'encadrement des pratiques. Donc voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair sur un peu les objectifs de formation que j'ai essayé de présenter rapidement. Après, là, je veux rentrer un peu plus dans le détail en vous montrant un peu la maquette de formation de la licence 1 et puis essayer d'insister aussi sur les points d'échec. Parce qu'à l'université, on a aussi un taux de réussite de la licence 1 qui n'est pas extraordinaire. Et pour pas mal, ça peut être dû, du cas je le pense, à une peut-être mauvaise orientation ou mauvais choix. La preuve que je vois là-dessus, c'est que si je regarde l'an dernier, on en parlera quand je montrerai les chiffres Parcoursup plus en détail, mais on a accueilli 480 néo-bacheliers. Plus d'une centaine avaient abandonné avant Noël, et encore une centaine de plus ont abandonné quasiment depuis la rentrée, là. Ce qui fait qu'on a des gens qui viennent et qui se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas vraiment à la place qu'ils voudraient ou que les études et la structuration de la formation ne correspondent pas à leurs attentes. Et du coup, ils s'en vont. Du coup, on a des places vides. Et puis, on avait des gens qui espèrent rentrer et qui ne sont pas rentrés. Donc, il faudrait arriver à inverser les choses, mettre chacun à la bonne place et que tout le monde s'en sentirait mieux, bien évidemment. Donc, la, la licence 1, donc je vais parler du tronc commun, puisque en gros, c'est plus ça qui vous intéresse dans un premier temps. Les problèmes de choix seront abordés après en cours d'année, comment on s'oriente d'une filière vers l'autre, même si c'est bien d'avoir déjà une idée et un aperçu du cursus qu'on veut suivre. Donc la première année, elle est constituée, donc là je vous ai mis les maquettes d'enseignement du premier semestre, à côté celui du deuxième semestre. Vous voyez que ça se ressemble pas mal en termes de structuration. Donc, 2 semestres à l'université, ce qui change déjà pas mal par rapport à l'habitude du lycée où il y a 3 trimestres. Donc là, on a une note de moins pour faire la moyenne annuelle, ce qui fait que c'est plus compliqué. Si on se plante d'un côté pour se rattraper, il n'y a plus qu'un semestre et pas deux pour rattraper un point faible. Donc ça complique un peu les choses. Ensuite, sur le vocabulaire universitaire, on fonctionne en UE, donc des unités d'enseignement qui regroupe différentes matières qui ont un sens à être regroupées ensemble. Donc, en violet, vous avez, et ça, c'est l'Université de Nice qui a mis ça en place pour la totalité de ses étudiants de licence. Donc, ces UE violettes, là, vous les retrouverez en licence 1, en licence 2 et en licence 3, avec de façon systématique des disciplines telles que le français, l'anglais, qui vont revenir à chaque semestre quasiment, et qui vont donner lieu à la fin de la licence 3 à un diplôme supplémentaire, une attestation qui va attester de... Alors, pour le français, le test qui est passé, enfin, c'est le test Écrit Plus, donc c'est en gros le versant public Écrit Plus de la certification Molière. Je ne sais pas si vous... D'accord, qui atteste en gros que vous avez une maîtrise correcte de la grammaire, de la structuration de la langue française. Vous savez concorder les temps, écrire, accorder, etc. Donc, qui rejoint un peu toutes les problématiques de la construction de discours. L'anglais, qui donnera lieu à la fin à une certification selon les filières, soit TOEIC, soit TOEFL, donc qui donne là aussi, qui permet d'évaluer le niveau de l'étudiant. PIX, qui est la certification informatique, là aussi, qui vous donne en gros votre niveau de pratique et de maîtrise de l'outil informatique. Et donc, en licence 3, vous repartirez avec ces attestations que vous pourrez joindre à votre diplôme et qui attestent de la maîtrise de la langue française, de la langue anglaise et du niveau d'informatique. D'autres disciplines peuvent être ajoutées là-dedans. PIX, vous l'avez qu'un semestre sur 2, bien souvent, et il est remplacé par des yeux de compétences professionnelles, donc savoir écrire un CV, savoir rédiger une lettre de motivation, des choses qui sont à peu près en lien avec chercher un stage, etc., lorsque c'est besoin. Donc, il peut y avoir des petites variations dans ces disciplines-là. Et ça, ces UE-là sont gérées du coup par l'université, c'est-à-dire le service central qui gère
ces enseignements et ces évaluations-là. Nous, on ne s'en occupe pas, puisque c'est le côté central. Après arrivent les UE vertes, là, qui sont donc des UE STAPS, elles, par contre. Donc, une UE de sciences fondamentales autour des sciences de la vie, dans laquelle vous allez retrouver de la physiologie liée à l'activité physique, de l'anatomie et de la biomécanique. Une UE de sciences humaines, dans laquelle vous retrouvez des neurosciences, de la psychologie et de la sociologie. Alors là, dans ces UE, qu'est-ce qu'on fait? En gros, hein, si vous comparez par rapport au programme d'autres facs, hein, moi je suis enseignant en physio, donc je peux au moins parler de ça de façon à peu près claire. Si vous comparez ce qu'on fait en STAPS par rapport à ce qu'ils font en fac de sciences, en gros, je vais vous dire, c'est la même chose avec le même niveau d'exigence. Simplement, en STAPS, on ne parle pas de bactéries, on ne parle pas de plantes vertes, on ne parle pas de champignons, on parle... D'accord? Tout ça a été éliminé parce que nous ne nous intéressons pas. D'accord? On a gardé que les parties de la physiologie qui permettent d'analyser l'activité sportive. Le reste, on l'a un peu enlevé. Pareil en psychologie, hein, vous ne trouverez pas les troubles mentaux, etc. On va rester sur l'analyse du sport, la motivation, le stress, la prise de décision, les temps de réaction, tout ce qui va tourner autour d'éléments permettant d'analyser la pratique sportive. Donc déjà, rien qu'avec ça, on voit qu'il faut savoir danser sur deux jambes un peu opposées. Hein. Bien souvent, quand vous êtes dans le secondaire, vous dites oh, vous êtes plutôt scientifique, oh, vous êtes plutôt littéraire. Là, j'ai envie de dire, il faut être les deux à la fois. Et on va passer de l'un à l'autre de façon régulière. Et la troisième jambe, c'est les UE bleus qui concernent ce qui est lié à la pratique sportive. Donc là, je vais être très light, ma collègue reviendra dessus plus en détail. Vous avez d'un côté des polyvalences, donc des sports de polyvalence qui sont des sports qu'on va vous imposer et qui sont là pour illustrer votre aptitude à être à l'aise dans différents styles de pratique. En général, quand on aime les sports co, on n'aime pas les sports individuels. Et voilà, je caricature un peu, mais là, il va falloir essayer d'être à l'aise. On ne va pas vous demander d'être très performant dans tous ces sports-là, mais au moins de jouer le jeu et de comprendre comment il fonctionne. Avec à chaque fois l'idée d'en retirer une méthodologie d'enseignement, c'est-à-dire de regarder comment sont structurées les séances de façon à pouvoir le reproduire dans d'autres cours qui vont arriver en dessous. Donc, ces polyvalences en premier semestre, il n'y en a qu'une, c'est de la condition physique. Donc là, on travaille sur les qualités physiques, hein, force, endurance, souplesse, etc. Et puis, au deuxième semestre, vous avez du badminton et de la course d'orientation. Il y a toujours 2 polyvalences par semestre, sauf au premier où il y en a qu'une. Ensuite, vous avez un cours MetaNaps. Là, c'est de l'abréviation. Ça veut dire méthodologie d'analyse de l'APS. Et donc là, on va reprendre. C'est un cours qui se passe une séance sur 2 en salle, une séance sur 2 sur le terrain. Et là-dedans, on reprend ce qui a été vu, la moitié du temps dans l'UE de sciences de la vie et l'autre moitié du temps dans l'UE de sciences humaines et sociales. D'accord? Donc, on va retravailler les concepts des cours fondamentaux en les appliquant sur le terrain. Donc, ça, c'est votre cours là, de méthodologie d'analyse des abscesses. Vous avez un cours là, de connaissance des abscesses. Celui-là, c'est un cours qui est 100% en ligne et qui vous présente en gros ce que vous devez savoir sur les différents types d'activités physiques, les différentes familles d'activités physiques, de façon à pouvoir mettre en œuvre des pratiques. Donc, pas mal d'infos utiles dans ce cours-là. Puis, vous avez le sport de spécialité. Donc, la spécialité sportive, c'est le sport dans lequel vous êtes le meilleur, hein, celui dans lequel que vous pratiquez éventuellement en club et dans lequel vous faites de la compétition. Et il va nous servir de support pour vous montrer comment, à partir de la pratique, on peut passer à de l'encadrement de la pratique et à de la formation sur cette pratique-là. Donc, c'est un peu le modèle qui va être utilisé là-dessus. Et puis, le dernier cours, l'intervention, qui est un cours, en fait, où c'est vous qui faites le cours. D'accord? Donc, sous l'aide d'un enseignant, on va vous demander de construire une séance et d'animer une séance dans une discipline qui, en général, n'est bien sûr pas la vôtre, pour arriver à construire et à voir comment vous construisez, mettez en œuvre
l'activité physique. Bon, voilà en gros la structuration. À côté, je vous ai mis les volumes horaires. Donc là, ce sont les volumes horaires qui se passent en amphithéâtre, les cours magistraux. La deuxième colonne, c'est les volumes horaires de travaux dirigés. Donc là, on travaille en STAPS par groupe de 36 étudiants. Et à côté, en dernier, les travaux pratiques. Donc là, on travaille en demi-groupe de TD, donc en gros, par groupe de 18 étudiants. Donc en gros, on a trois tailles de groupe, 18, 36 et 250. En L1, vous voyez qu'il y a beaucoup de cours d'amphi. Ils sont majoritaires par rapport aux autres types. Donc c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on a construit notre programme de formation. En licence 1, on vous donne aussi beaucoup d'informations et on vous demande du coup d'apprendre et d'emmagasiner beaucoup d'infos, de connaissances. Et puis après, progressivement, en licence 2, ben là, on va comme il y a la carte pro à la fin, on va vous demander d'être plus sur le terrain et puis on va vous encadrer d'un peu plus près pour certifier l'aptitude à encadrer. Donc, les cours magistraux vont diminuer et les travaux pratiques vont augmenter. Et en licence 3, c'est à peu près l'inverse, hein, les travaux pratiques sont plus nombreux que les CM. D'accord? Donc, on a les maquettes un peu en miroir, hein. Beaucoup de cours magistraux en première année et beaucoup moins en dernière année, et les TD qui restent en intermédiaire. Ce qui veut dire que la pratique, hein, on est de plus en... L'encadrement va se resserrer, d'accord, au fur et à mesure de la progression dans les années. Ça aussi, c'est un des petits problèmes liés à la réussite. Ça veut dire que dans les cours d'amphi, mais à quoi ça ressemble un amphi, je ne connais pas tout le monde, hein. D'accord? Donc, forcément, il faut travailler en autonomie et après vous dire que voilà, vous avez tous plus de 16 ans, l'école obligatoire, c'est terminé. Donc, si vous venez ici, vous y venez de votre propre choix pour chercher une formation que vous avez choisie. Et donc, du coup, vous travaillez pour vous. Voilà, c'est un peu aussi comme ça qu'il faut voir les choses. Et pas pour me faire plaisir. Même si je suis très heureux quand je mets un 19, un 20, et je fais la gueule quand je mets un 0, mais hélas, je mets plus de 0 que de 20. Donc, voilà en gros pour la structuration de la formation. Un autre point sur lequel je voulais vous attirer votre attention, c'est sur, en gros, là, je l'ai fait de façon très synthétique, mais sur le déroulé de l'année. Parce que c'est très, très différent du déroulé auquel vous êtes habitué depuis la maternelle jusqu'à la terminale. On parle de semestre. Un semestre, en gros, c'est 12 semaines. C'est-à-dire, c'est la taille d'un trimestre, à quelque chose près de ce dont vous avez l'habitude jusqu'à maintenant. 12 semaines, avec une petite pause au milieu. Hein. En général, il y a une pause à Toussaint. Elle ne fait plus qu'une seule semaine. Donc, fini les 15 jours de vacances. Il n'y en a plus qu'une. L'autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est, je reviens un petit peu en arrière, l'évaluation en STAPS, elle se fait sous forme de contrôle continu. Donc là, tout le monde se dit, c'est génial, je connais le contrôle continu. C'est comme au lycée. Non, pas du tout. Le contrôle continu, vous allez avoir dans chacune des matières, il y en a un petit paquet, hein, au moins 2 contrôles, voire 3, dans certaines. Donc, si vous comptez combien il y a de matières, 3, etc., là, vous arrivez, vous allez avoir une bonne trentaine de contrôles qui vont se répartir sur le semestre. Et je vous dis tout de suite, hein, il n'y aura pas de contrôle en semaine 1, il n'y en a pas non plus en semaine 2, il n'y en a pas non plus en semaine 3. Et donc, à partir de la semaine 4, ça commence à arriver, ce qui fait un peu plus de 30 contrôles en 8 semaines. Ce qui veut dire, si vous êtes un peu sportif et que je suis votre entraîneur et que je vous dis, c'est pas grave, hein, vous voulez être champion de France, les championnats, c'est au mois de mai. Donc, notre programme, eh bien, on fait rien. Et puis, la veille du championnat,
on commence à s'entraîner, on s'entraîne toute la nuit, on dort plus, on mange plus, et vous arrivez au départ de votre compétition. Vous pensez que ça va marcher? Pourtant, certains pensent que ça va marcher en physio et en anatomie comme ça. Non, on laisse un peu de côté, et la veille du contrôle, on se dit, super, j'ai passé une belle nuit blanche, j'ai bossé comme un taré, et demain matin, je vais arriver au contrôle, et ça va marcher du feu de Dieu. Là, je vous garantis la note entre 0 et 4 si vous choisissez cette méthode de travail. D'accord? Ça ne peut pas marcher. D'accord? Appliquez à votre gestion. Déjà, prenez un calendrier et à partir de début octobre, mettez des croix sur les 30 nuits blanches que vous avez prévues entre octobre et décembre. Et vous allez voir que ça ne tient pas. D'accord? Donc, il va falloir, ça veut dire qu'il faut travailler de façon très régulière et être autonome. Et quand il y a un contrôle, on s'en fout. Ça ne demande pas plus de travail que s'il n'y en avait pas. Et là, je vous garantis une bonne réussite. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas laisser accumuler pas accumuler de retard et être prêt de façon régulière. Si vous faites ça, aucun souci. Mais encore, il faut le faire avec vous et uniquement vous comme seul et unique chef. Ce n'est pas moi qui vais regarder le soir si vous avez fait vos devoirs. D'accord? Vous êtes adulte maintenant, il va falloir. C'est vous qui décidez à quelle heure vous commencez à réviser et quand vous arrêtez. Et à vous de gérer les choses correctement. Le deuxième semestre, il ressemble étrangement au premier. D'accord? À peu près la même structuration. Une semaine de vacances à Noël, à février, pardon, pour les vacances d'hiver. Et puis, les cours s'arrêtent en général fin avril, début mai, au plus tard. Voilà. Et ça, c'est, je vais dire, votre satisfaction, c'est les vacances fin avril, début mai, pour ceux qui ont réussi leur semestre du premier coup. Ceux qui vont en session 2, c'est les vacances au 4 juillet. Donc là, vous choisissez aussi quand vous voulez vos dates de vacances. Début mai ou début juillet. Ça peut être une source de motivation. Là aussi, j'ai envie de dire aussi, et de le dire un peu sèchement peut-être, mais si vous regardez ce calendrier, 2 fois 12 semaines de cours, 24 semaines de cours dans l'année, qui en compte, je crois, 52, ça laisse du temps libre. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, là aussi, si vous avez besoin, ça, je peux le comprendre, des fois, d'un petit job pour financer ses études, travailler pendant cette période-là, de mai à juillet, à août, pour avoir un petit pécule dans lequel vous pouvez piocher. Les étudiants qui travaillent tout au long de l'année, si c'est un job avec 4-5 heures semaine, ça reste gérable. Et encore, c'est compliqué de gérer un job, les entraînements, la compétition et le travail de la fac. Déjà, allier tout ça, c'est compliqué. Si en plus vous rajoutez quelques drames personnels, d'amour et de je ne sais quoi, ça devient encore plus compliqué à gérer. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire 12 semaines, 2 fois 12 semaines. Sur ces 2 fois 12 semaines, il faut vraiment centrer son projet sur je réussis mes études et je fais des sacrifices peut-être sur tout le reste. Et sachant que j'ai 52 moins 24 semaines pour faire tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant les semaines de cours. Il faut temporiser. Les petits plaisirs, c'est en dehors des périodes de cours. Et pendant la période de cours, il faut rester concentré sur son objectif qui, normalement, est de valider le semestre. Si vous faites ça, ça marche très bien. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Après, gardez bien aussi l'idée, moi j'aime bien présenter un peu les choses comme ça, je trouve que c'est très bien. Vous allez voir, l'université, c'est un espace de très très grande liberté. Si vous ne venez pas en cours, ben, c'est fini, il y a les petits textos qu'on envoie aux parents, tout ça, pour dire qu'est-ce qu'il fait, il n'est pas là, il n'y a pas de carnet de liaison, il n'y a pas de tout ça, tout ça. Et puis, à partir du moment où vous allez avoir 18 ans, le jour de vos 18 ans, on ne communique plus jamais avec les parents. Vous êtes devenu un adulte, on communique avec vous. Les relevés de notes, c'est à vous qu'on les envoie. Si vos parents veulent savoir ce que vous avez eu comme notes, c'est à vous de les informer. Nous, on leur dira rien. D'accord? Donc, c'est un monde de grande liberté, mais c'est aussi un monde sans aucune pitié.
Je parlais du contrôle continu, et ma collègue reviendra dessus. Le contrôle continu, à l'université, tout le monde a exactement le même nombre de notes. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne venez pas à un contrôle, probablement pour une très très bonne raison, si je ne vous vois pas, quelle note je vous mets? Ce qui n'arrange pas la moyenne. D'accord? On ne dit pas, oh, le pauvre petit, il avait de la fièvre, du coup, je calcule sa moyenne avec 2 notes. Si j'en ai prévu 3, il y en aura 3. Et ça marche dans toutes les disciplines. Et je prends l'exemple caricatural. Vous avez la jambe cassée, vous avez un plâtre. Il y a natation. Ah, tu ne nages pas? Oui, je comprends très bien pourquoi tu ne nages pas, tu as un plâtre. Mais est-ce que je t'ai vu nager? Non. Donc, quelle note je mets? Du coup, il reste la session 2, qui est un peu éloignée en juin, avec l'idée que le plâtre sera enlevé. Donc, ça reste... Et ça marche dans toutes les disciplines. Là, j'ai pris l'exemple le plus caricatural. Ma collègue va revenir dessus, vous expliquer qu'on n'est pas complètement idiot non plus, mais en tout cas, ça marche pareil en physio. Hein. Même si vous êtes hospitalisé parce que on vous a opéré de je ne sais quoi, des croisés peut-être. Oh là, pardon, il y a un temps de réhabilitation qui est un peu long. Et bien pareil, si vous n'êtes pas au contrôle de physio, même pour une très très bonne raison, donc c'est tout ça qu'il faut arriver à. Je dis, c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe au lycée. Hein, on est bien d'accord sur l'idée. Donc après la session 2, par contre, ce qui change en session 2, c'est que les contrôles, là, ce sont des contrôles dits terminaux. Donc en fait, vous êtes interrogé sur la matière, mais sur l'ensemble du programme du semestre. D'accord? Donc là, vous voyez qu'en session 2, il y a 2 semaines de prévues dans l'emploi du temps. La première semaine, ce sont les partiels qui correspondent au premier semestre. Et la deuxième semaine, les partiels qui correspondent au second semestre. D'accord? C'est comme ça qu'est structurée la session 2. Bon, voilà en gros ce que je voulais dire sur la partie des formations. Je reviendrai dessus si vous avez des questions tout à l'heure. Je vais laisser la parole à... On parle des pratiques et puis on fera les questions avant d'arriver les pratiques. Alors, je vais prendre la suite. Donc, moi, je suis Angélique Girard. Je suis professeure d'EPS. Donc, comme ceux que vous avez pu voir au lycée, qui vous font les cours d'EPS. Hein, on est comme ça dans l'université des enseignants-chercheurs. Comme M. Farou a parlé, il faisait la physiologie. Et tous ceux qui sont dans les unités fondamentales sont souvent des chercheurs, donc des maîtres de conférences. Et vous avez sur les pratiques sportives plutôt des enseignants d'EPS qui ont des compétences particulières et qui ont postulé pour venir intégrer le STAPS. Donc, je vais y revenir un petit peu et je vais surtout vous parler de ces pratiques sportives. Alors, ces pratiques sportives, on les a catégorisées, je les ai catégorisées, mais aussi dans l'ensemble de la maquette, en 3 groupes parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu de sources d'abandon. On pense aussi que certains font le vœu que, voilà, en rentrant en STAPS, on va faire du sport matin, midi, soir. Non, on n'est pas un centre de formation. Hein. J'ai vu qu'il y avait des jeunes de l'OGC. Donc là, effectivement, ils sont en centre de formation. Ils savent ce que c'est. Mais nous, ce n'est pas notre vocation. Hein. On est en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, vous ne venez pas pour pratiquer matin, midi, soir. Vous venez pour vous former sur des métiers qui ont l'attrait des activités physiques et sportives. Hein. Il en a un petit peu parlé. Donc, nous, on a catégorisé les pratiques. Donc, les moments où on va être sur le terrain pour pratiquer vont avoir plusieurs intérêts. Soit on va être dans les polyvalences, notamment sur ce qu'on appelle le faire. Donc, effectivement, vous êtes en train de pratiquer avec cette idée d'avoir une pratique réflexive. Nous, on doit s'assurer que sur un ensemble d'activités physiques et sportives, au regard des prérogatives d'encadrement, vous êtes passé dans toutes les familles d'activités. Donc, il y aura des sports co, effectivement, la natation obligatoire, des APPN, d'où la course d'orientation, etc. J'y reviendrai un petit peu.
Mais on doit aussi donc valider que vous avez un minimum de polyvalence sur ces activités. Donc, vous avez atteint un seuil pour prétendre à les encadrer, même en n'étant pas spécialiste. Et il y a une autre catégorie dans ce faire qui est la spécialité sportive. Je vais y revenir dans le détail après, qui, elle, est une activité choisie par l'étudiant et qu'il conserve sur son cursus de la L1 à la L3, sur laquelle on va exiger un niveau supérieur, puisque c'est l'activité sur laquelle il a choisi d'être spécialiste. Donc là, on est sur de la pratique, effectivement, pure et dure. On fait pratiquer. Notre organisation fait aussi en sorte que quand on est en L1, on est souvent un petit peu le cobaye des L2 et des L3 qui, eux, s'exercent à encadrer. Et du coup, ils font les séances pour les L1 dans beaucoup d'activités comme ça. On a d'autres pratiques sur lesquelles on est sur le faire-faire. Donc, on fait faire une séance où on réfléchit sur le faire-faire. Comment on organise une situation d'apprentissage, comment on la fait tourner, tout ce qui est organisation logistique, déroulé de séance en sécurité, etc. Donc là, on a ce cours de spécialité, j'en ai parlé, sur lesquels on revient dessus plus ou moins fortement selon les spécialités, hein. Vous allez voir les activités qu'on a en spécialité, vous comprendrez bien quand ils sont en mer, en apnée, on ne les met pas tout de suite avec du travail d'encadrement de suite, et idem en escalade. Par contre, moi, voilà, je suis sur l'activité football et un peu aussi sur le tennis. Rapidement, on met des L1 au moins pour faire la partie échauffement et déjà apprendre à faire faire. Et puis, on a un cours spécifique de pratique qui s'appelle intervention, qu'on classe justement dans le faire-faire, où là, justement, le groupe vient et 2 ou 3 étudiants sont choisis, donc ils le savent au préalable, pour encadrer une séance sur une activité qui n'est pas de leur spécialité. Et on travaille ensemble justement sur ces méthodes d'intervention, comment on s'y prend, comment on prépare sa séance, même sur une activité qu'on ne connaît pas, comment on va chercher les informations qui nous sont utiles et comment on s'organise. Donc, ce cours d'intervention est dans le faire-faire. Et puis, on a tout ce qui est analyse de pratique. Donc, M. Farou en a déjà parlé avec le métanaps, hein, la méthodologie d'analyse des APS, qui revient sur le lien avec SDV, SHS, et où on va aussi sur le terrain pour plutôt, on va dire, faire parler les données scientifiques et puis les concepts qu'on aborde. Donc, on va expérimenter un peu sur le terrain, mais forcément, on est en pratique aussi, une fois sur 2. Et puis, encore une fois, la spécialité sportive, où là, sur notre spécialité, on a des moments d'analyse des pratiques. On y revient soit sur l'aspect théorique, soit sur le terrain. Mais encore une fois, pour nous, l'intérêt, là, c'est l'analyse de pratique. Donc, on est sur le terrain, on est en tenue pour des fois des motifs un peu différents. D'accord? Et ça, il faut bien l'intégrer aussi. On ne fait pas la même chose à chaque fois qu'on est sur le terrain. Donc, voilà un peu comment on se catégorise les séances pratiques. Mais encore une fois, je le répète, on n'est pas là pour former des champions. D'accord? On est là pour former des personnes à l'encadrement des activités physiques et sportives. Ça, je pense vraiment que certains confondent ça et sont déçus. Et ça fait partie de ceux qui des fois, abandonnent en pensant qu'effectivement, voilà, quand ils viennent pratiquer, voilà, ils viennent juste pratiquer, ils pensent que c'est centre de loisirs. Non, il y a des exigences dans la pratique, il y a des moments de réflexion communs et il y a un travail qui est réalisé aussi. Donc, sur le parcours tout à l'heure qui a été présenté un petit peu différemment, moi j'ai remis plutôt horizontalement par semestre L1, S1, L1, S2, L2, S3, L2, là il y a une erreur, c'est S4 et L3, S5. Il y a une erreur là sur notre truc. Bon, bref. Il y a différentes polyvalences. Donc, M. Farou en a parlé un petit peu. Au premier semestre, conditions physiques. Au deuxième semestre, badminton, course d'orientation. Ensuite, vous avez de la gymnastique. Non, c'est parce qu'on l'a doublé. Et le volley. Et ensuite, on a des activités physiques un peu plus spécifiques aux différentes filières, avec notamment le passage aussi en natation, qu'on n'a pas noté sur le L2, S4. Il y a une erreur là sur notre truc. Il manque un peu des polyvalences, il manque des grands terrains et de la natation.
Donc ça, c'est sur les polyvalences qui vous sont imposées. Tout le monde passe par ce parcours-là, quelle que soit l'activité que vous aurez choisie. Et puis, vous aurez une spécialité sportive où là, vous choisirez votre spécialité, vous la conserverez de la L1 à la L3. Donc, on veut aller vers le pratiquant éclairé, vers l'encadrant animateur et vers le spécialiste. Et là, du coup, on a besoin de ces 6 semestres pour ça. Et l'idée, c'est vraiment d'approfondir sur une activité physique et sportive. Ouais, mais j'en reparle après. Donc, je reviens sur la spécialité sportive. Donc, la spécialité sportive, ça aussi, des fois, source de désillusion de certains qui, voilà, parce qu'ils ont un petit peu fait, alors, on peut parler du foot, ils en ont fait un petit peu, voilà, mais jamais en compétition, bah, ils choisissent foot. Puis, ils s'aperçoivent que le jeudi, donc c'est le jeudi, notre journée spécialité, eh ben, ils sont qu'avec des gens qui pratiquent en club, du coup, qui a un niveau un petit peu supérieur. Et du coup, ils se sentent un peu perdus, notamment quand on va aller parler d'analyse de jeu ou d'analyse de pratique. Eh ben là, la connaissance culturelle de l'activité fait défaut. Donc, il faut vraiment que vous réfléchissiez au choix que vous allez faire sur cette spécialité sportive et bien sûr que vous l'ayez déjà pratiquée, si possible en club ou avec cette idée de vouloir se projeter et de s'investir dans cette activité. Il est inconcevable que vous arriviez sur une spécialité sportive sur laquelle vous ne pratiquez que le jeudi matin avec nous sur le STAPS. D'accord? Donc, le contenu. Surtout que cette spécialité, c'est d'autant plus important que pour ceux qui vont prendre la filière entraînement sportif, Oui. la capacité à entraîner sera directement liée à la spécialité que vous avez choisie. Prenez la Et ça, j'en spécialité parle foot, après. vous entraînerez en foot, pas à côté quand même. Oui, alors sur les prérogatives d'encadrement, il faut savoir que certaines spécialités sportives ont aussi des arrangements avec des fédérations pour obtenir des compléments au diplôme, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir un petit peu des petits allègements ou des équivalences en repassant juste des petites choses. Donc, c'est important que à la fois vous conserviez cette spécialité sportive et que ça soit bien clair, notamment effectivement pour ceux qui vont prendre entraînement sportif, pour avoir le plus d'arguments possible pour cette filière-là. C'est également valable, on va dire, pour réussir les études pour les autres, parce qu'effectivement, certains font la demande des fois de changement de spécialité, ce qui, en général, n'est pas bon signe. Quand ils me font signe et ils me disent, bah voilà, je me sens pas bien en spécialité combat, et en fait, je voudrais passer en spécialité badminton, parce que j'en ai fait un peu. Bon, déjà, imaginez, ça veut dire que la notion de spécialiste, elle est déjà un peu vague. Et en plus, ils vont avoir du retard par rapport aux autres qui auront déjà commencé. Et du coup, on essaye de vraiment éviter ces changements intersemestres. Ce que je voulais rajouter aussi là-dessus, c'est que sur l'entraînement sportif, et déjà à partir de la L2 pour toutes les filières, les étudiants vont être amenés à faire des stages aussi. Et qu'effectivement, c'est souvent dans le réseau qu'on tisse, dans son club, dans les relations qu'on arrive aussi déjà à trouver des stages intéressants. D'accord? Donc, c'est aussi important d'avoir ça aussi en tête dès la première année, de vouloir s'impliquer correctement de manière à envisager d'établir de bonnes relations pour pouvoir prétendre à faire son stage après dans la structure. Donc, bien sûr, sur cette spécialité sportive, on aborde des points techniques, des points tactiques, des points physiques. Donc, on fait des passerelles avec ce qu'on fait dans les connaissances fondamentales. On va bien sûr aborder les différents champs scientifiques, pardon, et puis on va faire des allers-retours un peu plus précis sur notre activité et voir comment on décline tel ou tel concept dans notre activité. Donc là, sur la partie d'après, vous avez des stands. J'ai normalement recruté un peu soit des collègues qui encadrent, soit des étudiants qui sont dans la spécialité sportive et qui vont pouvoir échanger avec vous pour ceux qui auraient des doutes sur le choix de cette spécialité. Alors, je l'ai dit, je le redis, un choix à réfléchir sérieusement puisqu'on s'engage sur les 6 semestres. J'espère que vous l'avez bien compris, que c'est quand même un coefficient important sur ces pratiques sur lesquelles on a de la théorie,
de la pratique. Donc, on a 20 heures pratique, 20 heures théorie par semestre. Donc, ça laisse du temps pour bien développer les choses, mais ça, du coup, ça pèse énormément sur la réussite aussi des études. L'articulation, voilà, des missions de stage, j'en ai parlé. On a du coup des réunions de spécialistes le jeudi, ce qui veut dire que les L1, les L2, les L3 ont tous spécialité sportive le jeudi. Donc le jeudi, c'est la journée des spécialités. En fonction des effectifs des spécialités, bah, soit les L1, L2, L3 sont mélangés, soit c'est L1, L2 et L3 à part, soit c'est certains jours, on a toute une organisation en fonction du contenu de ce qu'on travaille, de ce qu'on aborde et de ce qu'on veut faire passer comme message ou comme thématique de séance. Bien sûr, une pratique assidue est réalisée et on augmente le niveau de pratique. Donc, par rapport aux polyvalences, où là, on cherche un seuil minimum de pratique, là, on est plus exigeant aussi sur le niveau pratique avec, on va dire, pour aussi enlever tous les a priori, ne pas imaginer que si on a eu 20 en EPS, on va avoir 20 au STAPS. Ça, ce n'est pas possible, sauf si vous êtes d'un niveau international, puisque notre grille barème spécialiste, on a aussi des sportifs de haut niveau qui sont inscrits. C'est eux qui prétendent aux 20 sur 20. Hein, et on a des sportifs de haut niveau, et on va dire la tranche de 15 à 20 est réservée, on va dire, aux niveaux nationaux. D'accord? Donc, mais toute la promo est notée de la même façon, donc c'est pas ça qui fait échouer ou réussir, mais au moins il y a une grille commune sur les spécialités et ça pose un peu le niveau. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait au moins un niveau départemental dans sa spécialité. Alors, les différentes spécialités qui vous sont proposées au STAPS, alors on est désolé, on n'a pas tout, parce qu'à chaque fois on nous dit oui, il n'y a pas équitation, il n'y a pas escrime. Non, on est désolé, et c'est comme ça dans beaucoup de STAPS. On est obligé d'établir une liste, de voir avec nos disponibilités et nos capacités à faire. Donc, des sports collectifs, du volley, du handball, du basket, du football, du rugby, des sports de raquettes, du badminton et du tennis, des activités sportives et artistiques, la danse, des activités de plein air, donc on appelle montagne, hein, qui regroupe l'escalade, le trail, la course d'orientation, l'option ski, ski snowboard, l'option voile, l'option mer, et puis des activités plus individuelles comme l'athlétisme, les activités aquatiques, la gymnastique et les sports de combat. Donc voilà, vous aurez sur les stands normalement des représentants un petit peu de toutes les activités physiques et sportives. Donc dans ces pratiques, on y fait de la théorie, on y fait de la pratique. On voit des L2, des L3 qui interviennent. Et c'est aussi un moment où justement on pose des questions, on réfléchit pour que ça engrange aussi des connaissances pour notre cours de méthodologie d'intervention où dès la première année, dès le premier semestre, on va faire des séances. Donc c'est aussi tous ces échanges de pratiques qu'on fait dans ces moments de spécialistes. Donc je vais redonner la main à mon collègue sur le double diplôme et puis sur Parcoursup. Et puis, on aura le temps d'échanger, je pense, plutôt en extérieur, mais on verra après pour la partie question déjà ici. Ok, bon, j'espère qu'on a été clair sur la présentation globale de la formation. Le petit sujet d'actualité, donc on revient un peu sur Parcoursup. Et là-dessus, je veux, bon, on peut commencer par quelques chiffres. Donc sur l'année, l'an dernier, hein, 2022-2023, vous voyez l'idée, on avait 482 places pour accueillir des néo-bacheliers et on a eu 3776 candidatures. Donc ça veut dire qu'il a fallu faire un grand nombre d'études de dossiers et de classements de dossiers. Et puisque, voilà. Donc là, ça marche de cette façon-là, c'est un peu compliqué. Vous voyez que ça va devenir encore un peu plus compliqué pour l'année prochaine, puisque du coup, le nombre de places que nous a attribué le rectorat est en baisse. On n'a plus que 434 places pour les néo-bacheliers, donc un peu moins de places que prévu. Et
Bon, voilà en gros l'idée. Donc après, il y a pas mal de choses qui dépendent du rectorat. Nous, après, à partir des dossiers, je vais vous expliquer rapidement comment on fait un classement des étudiants. Et les étudiants sont appelés selon un ordre d'appel qui n'est pas l'ordre de classement strictement. L'ordre d'appel, il dépend des critères qui sont fixés à côté. Donc, dans les gens qu'on appelle, il doit y avoir en permanence au minimum 15% de boursiers de l'enseignement supérieur et 5% ou moins de candidats hors Académie de Nice. D'accord? Donc, c'est comme ça que c'est calculé. Donc, s'il y a trop de boursiers, si certains, des fois, viennent hors Académie de Nice, même s'ils sont bien classés, il n'est pas dit qu'ils soient appelés tout de suite parce qu'on va faire passer un niçois en priorité pour ne pas dépasser les 5% de hors Académie. D'accord? Donc, le numéro d'appel n'est pas strictement identique au numéro de classement de dossier. Donc, voilà pour la première chose. Et comment on établit ce classement? Donc, les gens qui ont été pris l'an dernier, donc vous voyez, c'est assez en majorité bien tranché sur les bacs généraux, hein, un peu moins de bacs technologiques et peu finalement de bacs professionnels. Après, ça se remplit très vite. Hein. Si vous regardez le taux de remplissage d'appels, le jour de la publication, on est déjà plein au tiers. Et puis, en gros, 30 jours après l'ouverture de l'application Parcoursup, on est plein à 98%. Ce qui veut dire qu'après, voilà, on termine à la fin. En général, on n'a pas, on ne met pas en place de procédure complémentaire sur Parcoursup. Hein. Vous savez, il y a la phase principale et la phase complémentaire. En général, on est plein à la fermeture de la phase principale. Donc, les réponses, ça c'est le côté bonne nouvelle, arrivent rapidement. Alors, Parcoursup, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Vous avez le calendrier de Parcoursup avec les grandes étapes. Là, vous choisissez vos formations. Vous avez jusqu'en avril pour affiner vos vœux et rajouter les pièces jointes complémentaires. Et puis ensuite, les résultats qui vont tomber à partir du mois de juin. Donc, Parcoursup, voilà, il faut s'inscrire. Alors, si on regarde les attendus en STAPS, on va vous étudier les dossiers selon 5 critères majeurs qui sont des compétences scientifiques. Donc là, ce sont vos notes de première et de terminale dans les disciplines scientifiques, donc maths, physique, chimie, SVT, sciences éco, etc. Donc vous avez ces matières scientifiques et elles ont été en fonction de si ce sont des, je ne sais pas comment il faut dire, là, de modules de tronc commun ou si c'est des spécialités ou des, donc en fonction de la difficulté de la matière, hein, en fonction de là où elle a été située, elle est attribuée d'un certain coefficient, d'accord, qui sont communs à tous les STAPS et qui sont définis nationalement pour l'ensemble des STAPS. Donc en gros, ça c'est une partie un peu automatique hein, qui se met en place. Pareil, on prend des compétences littéraires, donc là qui dépendent de vos notes de français, philosophie, histoire géo, langue vivante, voilà, qui sont recalculées là-dedans. Et là aussi, en fonction si c'est du tronc commun ou des spécialités, bien, ça va être coefficienté différemment. Et ça représente en gros 55% des coefficients, du coefficient de classement. Ensuite, on prend en compte vos compétences sportives. Donc, une partie pour celle qui est faite dans la formation, hein, qui est prise automatiquement, donc ce sont vos notes de PS. Et puis là aussi, s'il y a une spécialité, elle est prise en compte à ce moment-là. Et on va prendre en compte aussi, et c'est là-dessus que ça se complique un peu, ce qui est fait à partir d'éléments de matière, enfin, en termes de sport, en dehors du cours de PS. Et là, ça englobe aussi bien ce qui a pu être fait au sein de l'UNSS, même si c'est en lien avec le lycée, ce qui a pu être fait dans vos pratiques en club. Et tout ça, donc il va falloir, je reviendrai dessus tout à l'heure, le justifier, puisque du coup, comme ce n'est pas
attesté par le conseil de classe, etc. Donc, il faut rajouter des justificatifs. C'est bien de me dire, bah, je suis champion du monde. Bon, bah, super. Mais encore faut-il le prouver. Sinon, bah, je ne vous crois pas par défaut, hein. S'il n'y a pas le justificatif, on ne prend pas en compte. On prend en compte aussi l'intérêt pour l'exercice de responsabilité. Donc là aussi, il y a une partie qui est prise en compte automatiquement, puisqu'on le sait par pronote. Donc du coup, on ne vous demandera pas de justificatif, hein. Si vous avez été à un moment donné de première ou de terminale élu délégué de classe, éco-délégué, élu aux représentants au conseil d'établissement, si vous êtes membre du bureau d'une association, donc là aussi, il faut le rajouter, ça, hein. Si vous avez fait un service civique, si vous êtes pompier volontaire, si vous avez fait des préparations militaires, si vous avez… Enfin, en gros, tout ce qui vous amène à prendre des responsabilités et à encadrer des groupes. Si vous avez fait des formations spécifiques, certains peuvent avoir le BAFA, par exemple. Donc là aussi, précisez bien, ça nous évite de chercher parce que ça nous énerve, hein. Si vous prenez le BAFA, vous avez le premier volet et le deuxième, le premier, le deuxième et le troisième, que ce soit bien clair et mettez le justificatif. D'accord? En général, le dernier justificatif suffit, hein. Personne n'a le volet 3 sans avoir le 1 et 2. Personne n'a le volet 2 sans avoir eu le 1. D'accord? Donc, si vous mettez le 1, je prends le 1. Si vous mettez le 2, je prends le 1 et 2. D'accord? Donc, mettez bien ces choses-là. On va prendre en compte aussi ce qui va au-delà de la pratique sportive. Donc, si vous avez, dans le cadre de votre sport, été amené à vous pencher sur l'arbitrage, hein, les activités juge-arbitre, donc là aussi, il faut le mettre, c'est pris en compte. Si vous avez été aussi amené, parce que dans votre club, un entraîneur vous a délégué l'encadrement d'un groupe, donc ça aussi, il faut le mettre et c'est largement valorisé. D'accord? Donc tout ça doit être attesté avec des attestations. Donc, par exemple, si vous me dites que vous faites je veux dire, voilà, puisque ma collègue a pris l'exemple du foot, elle a dit, je fais du foot depuis 10 ans, on va vous demander de justifier à minima 3 années de pratique, les 3 dernières, en vous demandant de joindre vos 3 licences de foot qui montrent que vous avez bien effectivement 3 années de pratique. D'accord? Donc là aussi, n'attardez pas le dernier jour à la dernière minute pour crier maman, où as-tu rangé les licences? D'accord? Trouvez-les avant, scannez-les tranquillement. Si vous avez fait de l'encadrement, ça doit être attesté par l'entraîneur ou le président de club. Donc là aussi, il ne rechignera pas à faire l'attestation, mais demandez-la maintenant, vous êtes sûr que vous l'aurez pour la mettre dans le logiciel le bon moment. Si vous la demandez la veille, il n'est peut-être pas dit qu'il ait le temps de vous la faire. Et tout ce qui n'est pas attesté, on ne le prend pas en compte. Donc, ça fait des fois que certains viennent, je ne comprends pas, j'ai un meilleur niveau de pratique que lui, j'ai fait ça et ça et ça, et puis mon copain, il est pris, moi pas. Ben oui, lui, il a mis ses attestations, vous pas. D'accord? Ce qui fait que ça peut jouer pas mal sur les points, puisque ça compte pour 30% du barème de notation. D'accord? Donc, ça donne un fort poids à ça. Et puis, le dernier critère qui est pris en compte, c'est vos capacités de travail en autonomie, en régularité. Et ça, c'est noté par vos professeurs principaux sur ce qu'on appelle une fiche à venir. Donc, ils remplissent ça. C'est discuté et contresigné par le proviseur lors du conseil de classe. Et cette fiche-là est prise en compte pour le reste des coefficients. D'accord? Qui vous donne en gros votre score de classement Parcoursup. Donc voilà en gros comment ça marche. Et après, on appelle dans l'ordre du classement. J'en ai pas parlé dans dans la présentation de la formation, mais on a une année à Nice en STAPS qui s'appelle l'année, pardonnez pas pour le nom, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est comme ça, on l'appelle l'année de WICI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc ça veut dire que votre candidature est acceptée si vous respectez les conditions qu'on vous impose. Si vous décidez de ne pas les respecter, c'est votre choix, mais vous ne serez pas accepté. D'accord? C'est ça l'idée. Alors, nous, et ça, c'est un seuil confidentiel pour chaque université. Donc, on se décide via un score de votre dossier
Et on se dit, eh ben, à partir de ce score-là, c'est du oui-si. D'accord? Au-dessus, ça va en oui, et puis en dessous de ce score, on passe en oui-si. Donc en oui-si, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dossier, en gros, on considère que vous avez un profil qui correspond à la formation et aux débouchés auxquels on vous prépare. Néanmoins, on vous trouve un peu faiblard sur certains aspects. Et donc, on va travailler un peu plus lentement. Et en gros, on fait la première année de STAPS chez nous en 2 ans. D'accord? Et ensuite, on reprend et ce n'est pas considéré comme un redoublement. Parce que si vous regardez le règlement, vous savez qu'en STAPS, vous avez droit à 4 inscriptions pour valider votre licence et pas une de plus. Donc, on a le droit de redoubler une fois. Le WICI n'est pas un redoublement. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. Et puis, l'intérêt, bon, je peux au moins parler pour ma matière, hein, puisque en physiologie, j'interviens aussi sur les enseignements en WICI. Donc, la différence, c'est que dans l'amphi 1, dans l'amphi, oui, je fais mon cours, vous avez vu tout à l'heure, il dure 30 heures. Bon, ben voilà, 30 heures de cours. Et puis, je considère que le programme doit être assimilé. En WICI, on va travailler ces 30 heures sur l'année. Donc, au lieu de faire 30 heures, on va en faire 70. Ce qui permet du coup de reprendre à un niveau plus tranquille. Au début d'année, en septembre, on est, à dire, un peu niveau SVT 3e. On se remet d'accord sur les bases, on réavance. Et puis, on arrive début mi-octobre au niveau terminal. Et après, on rentre dans le programme universitaire. Et on avance là aussi de façon un peu plus lente et un peu plus méthodique. Donc, ça permet de revoir les fondamentaux, de revoir les méthodologies de rédaction, de revoir un peu les choses qui n'auraient pas été parfaitement bien assimilées pour que ça fonctionne. Globalement, ce système, si on regarde les taux de réussite, il ne marche pas si mal que ça. En tout cas, c'est moi l'idée que j'en ai fait. Si je regarde les étudiants de WICI, leur probabilité de réussir de sortir avec une licence 3, c'est le même que pour ceux qui sont en oui. Ce qui veut dire que du coup, j'ai les mêmes taux de réussite avec le bas du classement qu'avec le haut du classement. Donc, ça vient dire qu'il y a une efficacité à reprendre là-dessus, à condition, bien sûr, qu'on soit aussi un peu motivé, puis qu'on sache, là aussi, gérer son temps. Ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. Être autonome, savoir gérer son temps, c'est vraiment la clé de la réussite. Sinon, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Et certains WICI, du coup, une fois qu'ils ont réglé une petite faiblesse, quand on a réglé sa faiblesse, on est bien quand même. Et certains sortent dans les mieux classés de la promo. Ça arrive. D'autres, moins, forcément. Vous allez trouver un peu de tout. Mais donc voilà, donc si vous êtes pris en WICI, paniquez pas. Et puis en plus, à Nice, on considère l'idée que le WICI vous est imposé sur la base d'un classement de dossier. Donc en général, on vous accueille à la rentrée, c'est moi qui m'en occupe, donc je vous accueille en WICI physiquement. Et puis très vite, je vous fais passer un test. Vous avez un petit contrôle le jour de la rentrée ou le lendemain de la rentrée, histoire de vous ménager un petit peu. Et vous passez un contrôle de sciences de la vie, en gros, de culture générale sur les sciences de la vie, un contrôle de culture générale sur les sciences humaines et sociales, et puis on vous fait passer aussi des tests d'aptitude physique. Et le principe, c'est que si vous obtenez la moyenne sur ces 3 tests, je vous propose de quitter le WICI pour repasser en oui. Et là, vous pouvez me dire, bien, j'accepte d'aller en oui, ou vous me dites, non, je reste en WICI. C'est vous qui choisissez, moi, je ne peux pas vous imposer. Une fois que Parcoursup, on a mis que c'était WICI, pour que changer l'inscription, il faut que je le propose et que vous soyez d'accord. Je ne peux pas l'imposer. Par contre, quelqu'un qui est en oui, j'ai eu des demandes cette année, je ne peux pas l'accepter en WICI. Même si j'en avais envie, je ne peux pas le faire. D'accord? Donc voilà, en oui, c'est oui, et puis on ne discute rien. En WICI, si jamais le dossier fait qu'on avait mal jugé, parce qu'il y a beaucoup d'automatismes qui remontent de Pronote, etc. Des fois, il y a des établissements qui notent un peu plus sec que d'autres, ce qui fait que les points, voilà. Donc, on rectifie ça en mettant un test de base que tous les WICI vont pouvoir passer. Bon, voilà là-dessus.
ce que je vais dire sur la partie WICI. Alors, pour vous aider sur Parcoursup, il y a des rubriques, la orientation STAPS, qui, sur le site de la C3D, la conférence des directeurs de département et des doyens STAPS, qui se réunissent, voilà, qui ont fait cette espèce d'association. Sur leur site de la C3D, hein, si vous, sur Google, vous tapez C3D STAPS, vous allez trouver toute une mine d'informations sur les formations, les compétences qui doivent être développées dans chacune des licences, et également tout un tas de conseils d'orientation avec, là aussi, on vous propose, sur ce site-là, vous avez des applications qui vous proposent de faire un test. Voilà, vous faites chez vous, c'est anonyme, et le test vous donne, en gros, vous dit si pour STAPS, ça va être facile ou si il va falloir ramer un peu, ou beaucoup. Voilà, c'est en gros, vous pouvez y aller hein, tranquillement. Ça n'a pas d'impact puisque comme c'est anonyme, je ne vois pas les résultats de ce test. Sinon, en local, où est-ce que c'est ça? Ah non, c'est à la fin. En local, on a mis en place sur le site de la fac de Nice, vous avez un MOOC qui est disponible. Hein, donc, en gros, là aussi, où on présente nos formations, nos filières, qui vous donne aussi pas mal d'informations et des éléments de réflexion ou des éléments d'arbitrage si vous avez des choix à faire. Là aussi, la connexion est anonyme. Hein, donc, vous pouvez y aller. Ça risque d'être pisté. Hein, je n'arriverai pas chez vous par Internet. Donc, voilà. On a aussi sur le site, globalement, hein, vous avez le livret d'accueil. Je crois qu'on en a distribué quelques-uns. Donc, tout un tas de petites informations comme ça que vous pouvez venir récupérer. Sur Parcoursup, j'insiste encore une dernière fois, avant qu'on se quitte là-dessus, on vous demande des niveaux de pratique et en fonction du niveau que vous allez choisir, on vous demandera de mettre un justificatif. D'accord? Donc, jetez un œil assez rapidement pour voir quel est le type de justificatif qu'on vous demande pour que vous ayez le temps d'aller le récupérer, de l'obtenir, de le scanner et de le déposer dans l'appli avant la fermeture de l'application. Après, Parcoursup, ce n'est pas chez nous que ça tourne. Hein. Donc, une fois que c'est clôturé, vous n'y avez plus accès, moi non plus. Hein. Donc, on voit tous les ans des gens qui « Ah, j'ai oublié de mettre votre attestation, je vous la donne. » Bah, on ne peut pas la prendre puisqu'elle ne sera pas légalement déposée dans Parcoursup. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, ça, c'est le test de positionnement proposé par la C3D. Donc, voilà. Mettez bien tous les justificatifs adéquats. Respectez les dates. Pardon? Ça là? Après, vous le retrouvez sur le site de la C3D. Hein, avec une recherche Google C3D Stats. Vous tombez sur le site et puis là, vous avez toutes les informations adéquates. Donc, du coup, si vous avez des questions d'ordre très général, je veux bien en prendre quelques-unes avec ma collègue. On peut essayer de vous répondre autant qu'on peut. Et ensuite, on va vous libérer et on se retrouve sur les stands pour discuter peut-être de problèmes un peu plus directs et concrets. Juste avant qu'on en démarre une, moi j'avais juste oublié quelque chose. Les études en STAPS, elles sont conditionnées à l'inscription au fait que vous fournissiez un certificat médical que vous êtes en aptitude complète pour pratiquer. Hein, d'accord, ça paraît peut-être évident, mais ça conditionne aussi l'inscription. Ce qui veut dire qu'après, effectivement, il y a la problématique des blessures. Vous avez vu qu'on est beaucoup sur le terrain et qu'effectivement, dans le contrôle continu, on peut être amené à avoir un 0 alors qu'en fait, on était dispensé, hein, on va dire comme ça. Mais effectivement, nous, on fait un contrat pédagogique quand c'est comme ça pour différer la pratique. À ce moment-là, les gens viennent repasser avec les statuts particuliers. On espère qu'ils soient rétablis et ils passent en différé. Et à ce moment-là, la note de pratique vient se remettre à la place du 0 et ça permet de rattraper ça.
D'accord? Il ne faut pas que ce soit vu comme une sanction, mais encore une fois, on est bien obligé d'avancer sur le semestre. Alors, il y en avait une par là, je crois. Oui. Hélas. Alors, sur les LAS, les LAS, bien sûr, donc on s'inscrit, vous inscrivez en LAS. La formation LAS, elle repose en gros sur une majeure en médecine et une mineure en STAPS. Et donc, le concours se passe sur. Enfin, le concours, oui, c'est un concours, hein, mine de rien. Donc, se passe sur les notes que vous obtenez sur la majeure. Et pour être validé, votre classement, vous devez valider votre mineur. Dans les cours qu'on propose pour la mineure STAPS, vous allez retrouver obligatoirement la spécialité sportive, des polyvalences. Et puis après, on a rajouté également des cours que vous ne faites pas en médecine. Par exemple, la physiologie, on l'a enlevé puisqu'on considère qu'en médecine, les notions de physiologie sont abordées, bien évidemment. Par contre, la psychologie, qui n'est pas abordée dans les yeux de majeurs de médecine, ben, on la propose à rajouter. Donc, voilà. Après, là aussi, il y a des rumeurs qui courent. Alors, puisque je les ai entendues, je peux en parler 30 secondes, puisque certains étudiants, et ça c'est pour moi une catastrophe, hein, s'inscrivent en LAS, et puis il faut qu'ils choisissent du coup LAS STAPS, LAS Histoire, LAS Psycho, LAS Sciences, LAS Droit, LAS Sciences Éco. Donc il y a plusieurs disciplines de mineurs possibles. Et après, on choisit en fonction des bruits qui courent que cette mineure-là serait moins prenante en temps ou qu'il y aurait moins d'efforts à fournir pour valider cette mineure-là plutôt que celle-ci. Et donc, je choisis la mineure qui demande le moins de travail. Alors, bon, ça, c'est des stratégies, à mon avis, qui ne mènent pas bien loin. Et notamment, en STAPS, on voit des gens qui arrivent en se disant des fois, bah, écoute, je regarde le programme, il y a un peu de psycho, bon, c'est pas méchant, il y a 30 heures. Je regarde, il y a du badminton, il y a de la spécialité sportive, il y a du, et donc, on se voit des gens, des fois, qui ne sont pas du tout sportifs et qui viennent prendre une mineure STAPS, du coup, qui vivent les pratiques comme une contrainte et qui prennent des notes catastrophiques. Et donc, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? La mineure STAPS, le principe de la mineure, c'est que si vous, à la fin de l'année, vous pouvez avoir réussi votre licence 1, LAS, et avoir un classement trop faible pour pouvoir être pris en médecine, dans ce cas, vous continuez vos études dans le champ de la mineure. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a mis des polyvalences, etc., puisque du coup, on ne perd pas de temps. Et puis, quand vous êtes en licence 2, il y a moyen de retenter le concours par une L2 LAS. Bon, d'ici là, vous aurez le temps d'en reparler. Mais ne choisissez pas une mineure dans un domaine qui ne vous intéresse pas et dans un domaine sur lequel vous n'avez pas envie de progresser, hein. C'est censé être la roue de secours. Donc, la mineure STAPS, elle fonctionne très bien avec quelques notions de pratique obligatoires. Et en gros, si je ne me trompe pas, les semaines sont faites lundi, mardi, mercredi, vous suivez la majeure, pardon, donc médecine, et jeudi, vendredi, c'est la mineure. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est la mineure. On a 3 jours pour poser la mineure, et que 2 jours pour la majeure, ce qui est plus logique parce que la majeure, même si elle est plus grosse, il y a beaucoup de cours en distance dedans. Donc, du coup, sur l'emploi du temps, ils ne prennent que 2 jours possibles. Donc, voilà, en gros, l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Pour aller au kiné, il faut prendre l'AS. Il faut prendre l'AS. La passerelle, alors, pas vous dire que cette espèce de. Cette passerelle, elle existe sans exister réellement. D'accord? Donc, des fois, elle marche, des fois, elle ne marche pas. Moi, je vous dirais, ne comptez pas dessus. D'accord? On n'a pas la main là-dessus. L'an dernier, il s'est passé un truc inouï, ouais, c'est un peu ça, où des étudiants qui étaient pris, parce que du coup, le concours donne le nombre de places de débouchés, puisque après, le concours ouvre sur les disciplines de médecine, de dentaire, de kinésithérapie et de maïeutique. Donc, les étudiants, par ordre de classement au concours, choisissent leur spécialité.
Et il est arrivé cette année que ceux qui n'avaient plus le choix et qui devaient aller en kiné parce que les autres étaient prises, ont préféré redoubler plutôt que d'aller en kiné. Et donc, il y avait des places de libre en kiné. Et donc là, ils ont demandé à des étudiants qui n'étaient pas dans le structure, donc ils ont ouvert la passerelle pour remplir l'effectif. Puisqu'on manque aussi de kiné, il n'est pas question qu'on ait des étudiants qui partent se former en kinésithérapie en Belgique, en Espagne, en Roumanie, et en même temps qu'on ait des places de formation vides en France. Donc, du coup, ils ont réouvert la passerelle. Alors, est-ce que cette passerelle, elle marchera l'année prochaine? Je n'en sais rien. D'accord? Probablement pas. Parce que, donc, la voie logique, hein, vous voulez faire kiné, passez par l'AS. D'accord? C'est là que ça arrive. Et puis dans quel ordre? Le jeu d'homme. Alors, on a du mal à classer les justificatifs et on n'a pas le droit de le faire. Donc, dans le contrôle continu, comment voulez-vous qu'on classe celui qui malheureusement va aux obsèques d'un proche, celui qui passe le permis et qui n'a pas pu choisir la date, celui qui s'est fait opérer en urgence et on n'a pas de service de CPE, donc c'est pas du tout comme au lycée. Donc effectivement, il n'y a pas de rattrapage. Il y a les autres notes de la matière. Oui, monsieur. Concernant les stages dans L2, Oui. l'étudiant qui veut chercher son stage ou c'est aidé par Alors, la majorité du temps, c'est l'étudiant qui trouve dans son réseau. Quand il ne trouve pas, ben, on essaye de l'aider. Mais effectivement, très souvent, les étudiants, comme ils le savent dès la L1, ils commencent déjà à chercher, ils en parlent avec les autres spécialistes, ils essayent d'avancer. On en aide quelques-uns. Alors, très souvent, là, c'est compliqué pour eux d'arriver dans une structure qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas dans leur domaine. Donc, on leur conseille aussi eux-mêmes d'être proactifs sur leur stage, aussi pour qu'il ait de l'intérêt. Ouais, pour enfoncer le clou là-dessus, moi, je veux rajouter aussi très clairement les stages. C'est extrêmement important parce que, en plus, selon la filière que vous avez choisie, hein, je parlais tout à l'heure de la filière APAS, par exemple, qui vous donne accès à des publics spécifiques. Si vous choisissez de travailler avec un public, ça vous donne une expérience bien marquée là-dessus et éventuellement une possibilité de spécialisation sur tel ou tel domaine ou tel et tel type de public. Donc là aussi, c'est important que de choisir le stage dans lequel voilà, vous êtes le plus motivé et dans lequel vous allez être à l'aise et dans lequel vous avez envie de vous investir. Quelqu'un qui veut travailler avec des enfants autistes, si on le met avec des personnes âgées obèses, peut-être il ne va pas trouver son équilibre et sa motivation. Donc, c'est aussi important, en fonction de la coloration que vous voulez donner à votre vie future, de choisir le stage qui vous correspond. Après, on peut vous aider, mais après, votre vie, c'est vous qui allez la vivre, hein, pas moi. Donc, il faut la construire pour qu'elle arrive à vous plaire. Ouais. En gros, là, c'était pour montrer les. Alors, il y a tout un tas de métiers et puis qui dépendent aussi des clubs et du niveau de club, etc. Donc, vous allez avoir autour, hein, voilà, vous prenez des grosses équipes, hein, vous avez l'entraîneur, mais il y a tout un staff d'entraînement autour. Vous avez le médecin, le kiné, et puis il y a aussi tout un staff d'à côté. Et donc là aussi, il y a des emplois sur lesquels nos étudiants peuvent prétendre, d'accord, sans être. Donc ça va être les cas, par exemple, du master EOPS, hein, qui fait la suite à la licence entraînement. Où vous pouvez travailler sur des problématiques de réathlétisation pour les sportifs blessés, etc. Donc, c'est des emplois qui vont se trouver autour du suivi aval, de ce qu'on appelle le secteur aval. Mais voilà, mais pas kiné. On ne peut pas être kiné avec STAPS. Hein, Pour être kiné du sport, il faut faire kiné. D'accord? Ça va être le début, hein, il va commencer là. Et après, on peut se spécialiser sur le domaine sportif. Oui. Oui, je vous le conseille, ça. Hein. Ne misez pas tout sur cette passerelle qui peut-être ne s'ouvrira pas l'année. Alors là, quand vous êtes sur Parcoursup, vous verrez qu'on a deux formations. Hein. Il y a licence TAPS et licence LAS TAPS.
d'accord, qui indique clairement que la mineure sera STAPS. Mais vous êtes inscrit sur, sur le modèle de la faculté de médecine, en fait. Et après, les étudiants de l'ES sont gérés par la fac de médecine. D'accord? Nous, on intervient dans la formation sur la mineure, mais le gros de la gestion se fait par la fac de médecine, pas par la fac STAPS. Les raisons d'abandon, ouais, j'allais dire, on ne les connaît pas toutes, il y a beaucoup de cas particuliers, mais globalement, il y a l'étudiant, le premier taux d'échec hein, que je vois, c'est l'incapacité à être autonome et à être régulier. Hein, c'est quelque chose qui est difficile. Des fois, certains quittent le domicile des parents et se retrouvent, et donc perdent un peu de repères, gagnent en autonomie, on se sent grand et on ne l'est pas encore tout à fait. Et la difficulté, elle est là. Hein, c'est arriver à conjuguer la présence en cours, le travail personnel, les entraînements, la compétition, et de trouver la juste part qui fait qu'on arrive à réussir de là où on va. Et ça, c'est quelque chose que je vois bien, les étudiants ont du mal à gérer ça et à atteindre cet équilibre qui permet d'être à l'aise. Hein. Certains ont vraiment des grosses difficultés. Ce qui fait que c'est ce qui arrive hein, classiquement. Hein. Celui qui, au contrôle de physio, prend un 2, la semaine d'après, au contrôle d'anatomie, il prend un 3, puis arrive le contrôle de biomécanique où il prend encore un 2, la motivation en prend un coup. Hein. Et certains, ça suffit. D'autres, certains vont se dire, allez, je cravache et je travaille encore plus fort. Et d'autres vont dire, bon, je jette l'éponge, c'est fini. Donc, il y a tout ce côté-là qui est difficile à peser et qui repose en plus, et c'est là toute la difficulté, sur les épaules de l'étudiant et de son entourage. Mais c'est qu'il n'y a plus d'accompagnement, il n'y a plus le suivi que peut avoir un prof dans le secondaire qui connaît le nom, le prénom de chacun de ses élèves. Ici, si j'arrive à connaître le nom et le prénom des étudiants, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Sinon, ça reste un peu plus flou. Pour moi, c'est essentiellement ça qui. Et puis d'autres, bien sûr, bon, il y en a après qui se rendent compte que. Alors, il y en a qui viennent avec l'idée qu'ils veulent avoir leur diplôme et avec une projection de carrière telle que je l'ai présentée. D'autres viennent peut-être en se disant, moi, je veux simplement avoir un bac+3 parce que je veux être recruté comme pompier professionnel et donc je veux chercher un bac+3 et donc les débouchés, les prérogatives, l'encadrement, ça, je m'en tape un peu. Et donc, du coup, laisse des fois tomber certains aspects de la formation parce qu'ils se disent, pour moi, ça, c'est pas vraiment nécessaire et ça prend du temps et ça demande du travail. Et il y a ça qui fait aussi qu'il peut y avoir des abandons. Et après, sur Peut-être la blessure aussi. Hein. les causes comme ça d'échec d'abandon, j'en vois pas vraiment d'autres, hein, de changement de projet. Plein de choses, effectivement, très souvent, quand ils se retrouvent en autonomie à venir en cours et qu'ils se rendent compte que bah, l'appel n'est pas fait en amphi, donc une fois j'y vais pas. Tiens, il y a 2 copains qui me demandent d'aller faire autre chose, j'y vais, donc ça passe une fois, ça passe 2 fois. Cette facilité, on va dire, à pas rester fixés sur leurs études. Je pense que certains en font vraiment les frais et quand ils s'en rendent compte, c'est souvent un peu tard pour rattraper. Donc on a quand même des périodes d'abandon qui sont assez révélatrices, je pense, de ça. Donc avec, on va dire, à la Toussaint, ceux qui s'aperçoivent qu'en fait, les études ne correspondaient pas à l'image qui s'en était faite. Là, à la fin du semestre, par rapport aux résultats et voir tout ce qu'ils ont à rattraper et ils s'en sentent pas capables. Après, il peut y avoir aussi des fois des problématiques de blessures longues qui démoralisent, mais qui sont très souvent aussi révélatrices d'une mauvaise hygiène de vie, hein. Quand on parle aussi avec eux, bah oui, ils n'avaient pas dormi pendant 3 jours parce qu'il y avait le concours de bioméca, parce qu'il y avait le concours d'ANA, l'examen, et cetera. Donc on va dire, il y a tous, certains aussi ont du mal à gérer la vie seule s'ils se retrouvent, en appartement ou à faire à manger, à faire enfin tout ce qu'ils doivent gérer. Ils sont dépassés et je pense n'osent pas, rapidement aussi alerter et demander, comment, s'y prendre autrement. Enfin, comment faire? Donc ouais, multiples raisons quand même. Et puis, bah, il y a aussi,
Vous allez le voir, hein, dans les stands, il y a aussi des associations sportives et d'autres qui trouvent des intérêts à aller s'amuser aussi, ce qui fait partie du jeu, mais il faut être capable de le gérer. Et tout le monde n'a pas cette maturité ou cette capacité à se resituer rapidement. Certains ont besoin d'un peu de temps, un peu de maturité aussi. Après, pour compléter, puisqu'on va essayer d'en rester là, peut-être une dernière question après, mais sur les stands, vous allez avoir là des gens qui vont vous parler aussi, parce que chaque année, ça pose problème pour les étudiants qui ont besoin d'adaptation. Comment, je ne sais plus le terme m'échappe là. Voilà, voilà. Donc, ça ne marche pas du tout comme dans le secondaire. Il n'y a pas de reconduction. Donc, il faut refaire le dossier en entier. Il faut le déposer à la médecine universitaire qui vont valider et donner la liste des adaptations adéquates. Après, sachez que l'Université de Nice, on est très riche. Donc, on a un médecin pour 35 000 étudiants et 3 000 personnels. Donc, du coup, déposer le dossier le plus rapidement possible parce que du coup, si l'arrêté d'adaptation arrive le 2 février, eh ben, c'est difficile d'en bénéficier avant. D'accord? Donc, demandez-le rapidement et commencez à le faire avant même, au moment de l'inscription. D'accord? On peut le déposer en ligne et tout ça, tout ça. Donc, vous avez un stand là qui peut vous expliquer ce genre de choses. Vous avez aussi un stand du Crous pour ceux qui auraient besoin de demander des logements, des chambres universitaires. Et la stratégie, si vous demandez Nice, Toulon, Marseille, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Lille, euh, comment on s'y prend pour gérer plusieurs crous, etc. Donc, vous avez un stand là-dessus. Vous avez un stand sur la scolarité. Vous avez des stands sur les formations. D'accord? Donc, prenez le temps de faire le tour. Vous avez des stands aussi qui vous parlent un peu de ce que j'ai appelé les compétences transversales, là, le français, l'anglais. Ils sont là aussi pour répondre à d'éventuelles questions si vous en avez sur ces thématiques-là. D'accord? Ouais, peut-être la dernière. Alors, si je reprends la formation, vous avez effectivement des cours qui sont en distanciel asynchrone. Donc, en physiologie, non, c'est tout en présentiel dans l'amphi. En anatomie, Oui. c'est en distanciel asynchrone pour une bonne partie du semestre. Je crois qu'il y a quelques heures en présentiel, mais pas énormément. Sur les 20 heures de cours, il y a 20 heures en présentiel et 14 en distanciel. La neurophysiologie, c'est à peu près le même principe. Donc, c'est aussi du cours en distanciel avec quelques séances en présentiel pour interagir, poser des questions et réfléchir là-dessus. La sociologie, c'est en présentiel. Et après, bien sûr, toutes les pratiques sont en présentiel. Sur la semaine, ça fait au moins le jeudi, ils ont 4 heures de spécialité, 2 heures théorie, 2 heures pratique. Sur la semaine, ça va varier, mais ils ont bien 4 à 6 heures de CM à peu près. Ils ont au moins 2 heures de polyvalence sur 2 à 4 heures de polyvalence sportive, plus 2 heures d'intervention sportive. Qu'est-ce que j'oublie encore? De l'anglais. Ça fait une vingtaine, 20 heures à peu près par semaine. On essaye d'équilibrer un peu aussi leurs pratiques, qu'ils n'aient pas toutes les pratiques le même jour. Ouais, mais ça ne marche pas tout le temps hein, dans l'ordinateur. Voilà, un petit peu le. Ouais. Alors, oui, alors ça, oui. Bon. On a moins de vacances hein, à la fac. On ne prend pas en octobre, on n'a pas 3 mois de vacances, sauf si on est session 1 et qu'on a fini début mai. Donc, la pré-rentrée, en fait, à partir du moment où vous allez vous inscrire, vous recevez tout un tas d'informations avec des mails, etc. La pré-rentrée en licence 1, on l'a fait sauf pour les WICI que j'accueille personnellement, mais pour la pré-rentrée, se fait en distanciel essentiellement. Hein. Donc, vous avez tout un tas de vidéos explicatives de comment on doit se comporter, de ce qu'on doit faire, de comment on consulte les emplois du temps, comment on choisit son groupe d'emploi du temps. Et on va vous demander, avant de venir à la fac, d'avoir choisi votre groupe et d'avoir construit d'avoir choisi votre groupe de travaux dirigés pour avoir votre emploi du temps. D'accord?
Ah non, non. Cette année, les cours ont commencé le 28 août. D'accord? Donc, on ne vient pas le 15 août, c'est tranquillement en distanciel, mais on arrive à. Il faut, on le travaille un peu à l'avance. Et quand l'étudiant arrive, normalement, il est censé avoir vu tout ça, et il sait, du coup, dans l'emploi du temps, en arrivant, où il doit aller et pour faire quoi. En fait, il y a des démarches un petit peu à faire avant le jour de présence physique. À peu près, oui. Courant juin, fin juin, c'est à peu près fini. On est à 98% plein, hein, fin juin. D'accord? Donc, voilà. On se retrouve sur les stands. Je vous remercie de votre visite. Dans le PowerPoint quelque part, cette présentation, c'est sur le site, c'est quoi? Oui, alors, en fait, je ne sais pas trop où ça va être mis, mais vous allez avoir la retransmission, tout ça a été enregistré et filmé, donc ça va être de nouveau disponible sur le site, et le PowerPoint y sera aussi. Ouais. Je ne sais plus trop à quel endroit, mais ouais, Université Nice, TAPS, ça va y être, je pense, à partir de demain. Elles étaient, je pense, très importantes pour la majorité des élèves, mais ils avaient d'autres préoccupations. Je peux? Deux fois? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La première question, elle est totalement inhérente, avec les parties, mon collègue vont le citer, au fonctionnement de ce genre de gamin. Moi, j'ai un gamin, depuis la 4e, il rate à peu près, je ne sais pas comment ils font le lycée pour accepter ça, 3 semaines, un mois par an, comme tous les gamins qui font du sport, de l'art, de la culture, enfin, qui sont un peu différents. Donc là, j'avais M. Chapuis au téléphone, parler de diverses, donc M. Chapuis